dire qualcosa anche in francese. Mais je peux traduire si jamais. Bien. Allora, iniziamo questa mattinata, si sente più vicino? Allora, iniziamo questa mattinata dei lavori congressuali che prevede tre importanti relazioni. Nous avons trois relations très importantes. La première, c'est un dialogue entre le président Karim Richard Bailey et le professeur Basarab Nicolescu. Ils sont deux personnalités qui un dialogue sur les rapports avec la matière e la mente. Io ricordo, je rappelle vous que le professeur Nicolescu, c'est physicien théoricien à l'université de Cluj in Transylvania. Et alors, nous commençons avec ce dialogue. Et depuis, nous avons notre prochain président, Francisco Xavier Sánchez, et une autre relation de Ricardo Rivas Garcia. Alors, nous commençons aujourd'hui avec le dialogue de Karim Jibeli avec le physicien Basarab Nicolescu. À vous. Merci. Alors, écoutez, en traitant de façon générale des rapports entre la chair et le verbe, on ne pouvait pas ne pas traverser la question des rapports entre la matière et l'esprit. Si cette question a été abondamment traitée par la philosophie et la science classique depuis Descartes, en revanche, la mécanique quantique a totalement subverti cette différence entre la matière pensante et la matière étendue. Je sais qu'à l'heure actuelle, les physiciens se contentent d'être pragmatiques et s'aventurent très peu du côté de la théorisation. Un peu comme si les faits étaient les faits, même s'ils étaient incompréhensibles, mais néanmoins calculables, et qu'on laissait à chaque physicien le loisir d'élaborer sa propre interprétation des faits en question. Je paraphrase ici des propos qui ont été tenus par un grand praticien de la mécanique quantique qui s'appelle Alain Aspect, lors d'un de ses passages à Montréal. Je vous présente M. Nicolescu, qui est un physicien théoricien qui enseigne à l'université de... j'ai du mal à le dire. Transylvanie. J'étais à Paris 6. À Paris 6. Maintenant, je suis à Cluj. À Cluj. Pour diriger des doctorats. D'accord. Alors, c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur pour moi que d'accueillir M. Nicolescu et de dialoguer avec lui. Et je pense que ce dialogue sera certainement extrêmement constructif. Alors, Monsieur Nicolescu, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la mécanique quantique dans ses rapports avec la pensée. J'aimerais aborder avec vous la question de la matière et de l'esprit à la lumière de vos travaux et aussi à la lumière de ce que la psychanalyse nous a permis de découvrir
concernant l'objet partiel par opposition au phallus. Je commence par ma première question. Seriez-vous d'accord pour dire que la mécanique quantique, et en particulier les expériences de pensée qui tournent autour du chat de Schrödinger, subvertissent la coupure cartésienne entre la matière pensante et la matière étendue? Tout à fait. La clé de la compréhension de ma réponse à votre question est le principe de superposition quantique. Max Born a montré que la fonction d'onde de Schrödinger pouvait être comprise comme étant reliée à la probabilité de trouver une particule quantique, en l'occurrence l'électron, dans une certaine région de l'espace. Plus précisément, l'onde n'est pas une onde de matière, comme le croyait Schrödinger, mais une onde de probabilité. L'amplitude de cette onde est une amplitude de probabilité. Son carré nous donne la probabilité de réalisation d'un état final à partir d'un certain état initial. Ces amplitudes de probabilité ont un caractère additif, c'est-à-dire peuvent être superposées, ce qui exprime les contenus du principe de superposition quantique. En revanche, la probabilité qui est le carré de cette amplitude ne possède évidemment pas cette propriété d'additivité qui caractérise seulement les corpuscules classiques. Donc, le principe de superposition quantique, c'est un élément clé que vous devez retenir, le principe de superposition quantique, se trouve au cœur de tout le développement de la mécanique quantique. Il est illustré par ce célèbre chat de Schrödinger, mort et vivant à la fois. Ces chats bizarres et vivants, avec une certaine probabilité, est mort avec une autre probabilité, la somme des deux probabilités étant de 100%. Aucune mesure dans notre monde à nous montrant clairement que les chats est soit vivant, soit mort, ne peut abolir ce qui se passe dans le monde quantique où le chat n'est ni mort ni vivant. C'est précisément ce principe de superposition quantique qui engendre les soi-disant paradoxes quantiques et les grandes difficultés de compréhension des phénomènes quantiques quand ils sont regardés à travers la grille du réalisme classique. Alors, ce scandale intellectuel provoqué par la mécanique quantique consiste dans le fait que les couples de contradictoires et la mise en évidence sont effectivement mutuellement contradictoires quand ils sont analysés à travers la grille de lecture de la logique classique à laquelle nous sommes habitués depuis 2000 ans. Cette logique est fondée sur 3 axiomes. L'axiome d'identité A et A, l'axiome de non-contradiction A n'est pas non A, et l'axiome de tiers exclu. Retenez ce mot, tiers exclu, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de troisième terme, disons T majuscule, T de tiers inclus, qui est à la fois A et non A. Et la compréhension du principe de superposition ne peut pas se faire par la logique classique, fondée justement sur l'axiome du tiers exclu. Il faut remplacer cet axiome par l'axiome du tiers inclus. Autre mot-clé que je vous introduis, tiers inclus, c'est-à-dire il existe un troisième terme, T, qui est à la fois A et non A.
Autrement dit, la logique du tiers exclu se trouve au fondement même de la mécanique quantique. Ce n'est pas une interprétation, telle qu'Alain Aspect le croit. Alain Aspect n'a pas une certaine culture philosophique, et c'est ça qui fait qu'il est très prudent, et c'est très bien qu'il soit prudent. Donc, la logique du tiers inclus est une logique de la complexité. Je dirais même, c'est sa logique privilégiée, dans la mesure où elle permet de traverser d'une manière cohérente les différents domaines de la connaissance. Maintenant, je peux répondre à votre question. La logique du tiers inclus permet la transgression de la dualité opposant les couples binaires, sujet-objet, subjectivité, objectivité, matière, esprit, qui est au centre de notre dialogue. C'est un couple binaire. Nature, divin. Simplicité, complexité. Réductionnisme, holisme. Diversité, unité. Les concepts. On ne peut pas avoir de l'eau ici, un verre d'eau passe. Les concepts très fins des matières de la physique contemporaine mènent à l'effacement des frontières entre matière et esprit. Donc, en conclusion, première conclusion de notre débat, de mon point de vue, l'opposition matière-esprit n'est qu'un fantôme qui a été créé par la logique du tiers exclu. D'accord. Alors, deuxième question, concernant la théorie des incertitudes de Heisenberg, pensez-vous qu'il vous serait possible de l'aborder comme on aborde l'objet partiel? La théorie des incertitudes stipule qu'il y a des variables conjuguées, c'est-à-dire des variables dont l'une empêche l'autre de se révéler totalement à nous. La précision ultime de la mesure que l'on prendrait sur une de ces variables est retenue par l'autre variable qui deviendrait totalement inaccessible si l'expérimentateur allait jusqu'au bout de la précision. Est-ce que cette situation ne serait pas comparable à celle de l'enfant qui n'obtient jamais une totale satisfaction du sein maternel? Il reste toujours un plus de jouir qui lui échappe. Et advenant qu'il lui arrive d'obtenir une satisfaction totale, c'est là qu'il serait traumatisé et aurait l'impression d'avoir dévoré sa mère, qui deviendrait alors inaccessible. Que pensez-vous, M. Nicolescu, de ce parallèle? Est-ce que vous pouvez demander de nous amener? J'ai déjà demandé, ça va arriver. Oui. Alors, permettez-moi d'abord de rappeler l'essence du principe d'incertitude de Heisenberg. Les célèbres relations de Heisenberg donnent un éclairage tout à fait saisissant de la dynamique des particules quantiques. Une particule quantique n'étant ni corpuscule ni onde est caractérisée par une certaine extension de ses attributs physiques. Énergie, durée, position, quantité de mouvement qui est liée à la masse et à la vitesse de la particule. Et les relations de Heisenberg nous disent que les produits de l'extension quantité de mouvement d'un événement quantique par son extension spatiale et de son extension en énergie par son expansion temporelle doivent être supérieurs au quantum élémentaire d'action. Quantum élémentaire d'action veut dire une certaine énergie fixe
qui a été identifié justement par Planck, les fondateurs de la mécanique quantique. Peut-on interpréter, donc, en revanche, pour un corpuscule classique, ces produits que j'ai mentionnés sont nuls, 0, égal à 0. Peut-on interpréter une particule quantique comme étant équivalente à un corpuscule classique? Si l'on demande par exemple une localisation spatiale précise, ponctuelle de l'événement quantique, les relations de Heisenberg nous disent que l'extension en quantité de mouvement devient infinie. Et si l'on demande une localisation temporelle précise, ponctuelle, il en résulte que l'extension en énergie doit être infinie. Ce qui est absurde parce que nous n'avons pas une énergie infinie à notre disposition, même dans l'univers tout entier. Donc la clé de compréhension de ces résultats, que je vous prie de retenir, parce que c'est une des choses essentielles que je vous dis dans cette prise de parole. Donc la clé de compréhension de ces résultats réside dans la valeur finie, non nulle, de la constante de Planck. C'est une toute petite constante, mais elle n'est pas zéro. C'est une constante fondamentale de la physique. Il ne faut pas un haut degré de sophistication mathématique ou physique pour comprendre que ces résultats signifient l'impossibilité d'une localisation précise dans l'espace-temps d'un événement quantique. Les concepts d'identité d'une particule classique, identité définie par rapport à la particule elle-même, comme partie séparée du tout, se trouvent ainsi pulvérisés. C'est intéressant, dans ce contexte, de penser à notre propre identité comme partie séparée du tout. C'est une analogie qu'on pourrait approfondir. Selon l'interprétation de Lupasco des relations de Heisenberg, l'actualisation de la localisation spatiale entraîne la potentialisation de la quantité de mouvement et l'actualisation de la localisation temporelle entraîne la potentialisation de l'extension en énergie. Donc, les parallèles que vous proposez entre le principe d'incertitude de Heisenberg et l'objet partiel me semblent tout à fait pertinents. En effet, l'actualisation de l'objet partiel correspond à la potentialisation de l'objet total. Et la potentialisée de l'objet partiel correspond à l'actualisation de l'objet total, mais il n'y a pas d'actualisation absolue ou de potentialisation absolue. Quoi qu'on fasse, l'objet partiel et l'objet total existent toujours, ensemble. Cette dynamique prend tout son sens en introduisant un troisième état, celui justement de tiers inclus, où la potentialisation et l'actualisation sont dans un équilibre rigoureux et maximum. Mes remarques mènent à poser la question de l'introduction de la logique du tiers inclus en psychanalyse, qui, à mon sens, pourrait apporter des éclaircissements importants, non seulement aux notions de la psychanalyse, mais aussi à la pratique psychanalytique elle-même. Évidemment, en psychanalyse, il y a des tiers, mais ce n'est pas les tiers inclus. Il y a un bouquin comme ça de 300 pages qui a été publié il y a 2 ans, je crois, sur les tiers en psychanalyse. Il n'y avait pas une seule fois cité les mots tiers inclus. En tout cas, dans la théorie transdisciplinaire des niveaux de réalité, nous pouvons parler en toute rigueur de l'existence d'un principe général d'incertitude dont celui de Heisenberg n'est qu'un cas particulier. Tout ce dont je parle ici, j'ai développé beaucoup dans un livre qui a été publié à Montréal en 2009, qui s'appelle « Qu'est-ce que la réalité ?» Je croyais que le livre devait être là, mais voilà, il n'est pas encore arrivé par l'éditeur.
il est édité aux éditions Libère et on va essayer de l'avoir là. Parce que là, je développe évidemment beaucoup plus ce que je viens de dire ici. Voilà donc Oui. ma réponse. L'existence donc d'un principe général d'incertitude, dont celui de Heisenberg, n'est qu'un cas particulier. Allô. Il faut pousser le truc. Allô. Mais prenez ça. Allô, c'est bon? Oui. Alors, un autre problème qui se présente, non, il paraît que c'est bon. Vous m'entendez bien? Non? Alors, donnez-moi le... Oui, je vous donne ça. Il faut pousser le on. Voilà. Allô? Voilà, prenez ça. Alors, concernant la non-séparabilité quantique, ce qui me paraît remarquable, c'est qu'on ne puisse pas tracer une frontière entre une particule et l'autre, quand bien même l'univers entier les séparerait. Sur le versant psychanalytique et anthropologique, il y a aussi des situations comparables, celles où prédomine le fait communautaire et un système symbolique. Dans ces situations, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je reprends. Dans ces situations, il n'y a pas non plus de frontière possible entre les membres d'une même communauté qui demeure solidaire par-dessus les frontières. Il y a par la suite une étape où le système symbolique est refoulé et c'est le système politique qui prend sa place. Je pense bien sûr à l'Antigone de Sophocle qui décrit cette mutation. Ce qui se passe dans ce cas est particulièrement intéressant. Il y a soit deux jumeaux, Romulus et Rémus, soit deux frères, Théocle et Polynice, qui sont séparés par une muraille. L'un à l'intérieur devient le premier roi de la police, de la cité, et l'autre à l'extérieur incarne l'inquiétante extériorité de cette cité. L'entité politique qu'est la cité n'émerge que lorsqu'on érige un mur entre les deux frères. Que pensez-vous, Monsieur Nicolescu, de ce parallèle assez étonnant entre la non-séparabilité quantique et la non-séparabilité symbolique? Oui, votre remarque est très pertinente. Pour moi, un symbole ne peut être jamais pris dans un sens ultime et exclusif. En tant qu'il exprime les lois d'unité dans la diversité, un symbole possède lui-même un nombre infini d'aspects à partir desquels il peut être envisagé. Et il exige de celui qui l'approche la capacité de voir simultanément les différents points de vue. En langage transdisciplinaire, les symboles traversent et captent l'information de tous les niveaux de réalité. Il y a une unité des niveaux de réalité, chaque niveau est ce qu'il est, parce que tous les autres niveaux existent à la fois,
Par conséquent, dans l'approche transdisciplinaire, il y a une non-séparabilité généralisée. C'est ça les mots que je voudrais souligner, non-séparabilité généralisée, qui inclut la non-séparabilité quantique et la non-séparabilité symbolique comme des cas particuliers. Ce qui est important, je crois, dans notre discussion, est le fait que la traversée des différents niveaux de réalité dégage une immense énergie qui est liée au franchissement de la discontinuité entre les niveaux de réalité. Dans le cas d'une communauté indissolublement liée par un système symbolique, les niveaux de réalité concernés sont les niveaux individuels, les niveaux sociaux, les niveaux historiques, la mémoire de l'histoire, et les niveaux planétaires. L'immense énergie disponible est illustrée d'une manière spectaculaire par les nouveaux phénomènes du panterrorisme. J'introduis ce néologisme, panterrorisme, pour désigner une nouvelle forme de terrorisme sans aucun rapport réel avec une religion, dont la seule finalité est de tuer l'autre pour imposer sa propre puissance. L'aspect crucial est l'effet communautaire à travers les frontières et l'immense énergie psychique qui anime les exécutants des actes terroristes. Ils donnent leur vie. Dans cette nouvelle forme de terrorisme, il n'y a plus de soldats en face de notre soldat. Il y a juste des tueurs qui examinent, qui exterminent à l'aveugle une masse anonyme. Les panterroristes de plus en plus présents, comme vous le savez, sur notre planète, et surtout à Paris, et en Belgique, remplacent Dieu par soi-même. Il me semble très remarquable que Freud ait prophétisé dès 1930, dans Malaise dans la civilisation, l'avènement de ce genre de phénomène. Il parlait du désir de l'être humain de s'égaler à Dieu, en devenant un Dieu prothèse. C'est le concept clé introduit par Freud. Il me semble admirable même comme mot, un Dieu prothèse. Par une Dieu prothèse, par une seconde nature de l'homme qui est technologique, qui lui permettra de dominer le monde. En tuant l'autre, le désir de toute puissance arrive à des sommets insoupçonnés. Il est bien évident que pour faire face à cette menace de panterrorisme, il faut élaborer une pensée forte, rigoureuse et visionnaire, qui ne se contente pas de simples déclarations humanistes. La non-séparabilité symbolique, donc, constitue une des clés de la compréhension du panterrorisme. Alors, dans le passage de la communauté anthropologique à la cité politique, il y a le passage de l'individuel au collectif. Dans la communauté, chacun a sa place dont il est responsable et qu'il ne peut quitter en aucune façon. Alors que dans la cité politique, chacun devient un parmi tant d'autres. On entre dans la catégorie du dénombrable, de la matière qu'il faut mesurer et peser. Est-ce que, à votre avis, M. Nicolescu, ce passage ne serait-il pas comparable au passage de la mécanique quantique à la mécanique classique? Est-ce qu'on ne pourrait pas caractériser le passage de l'une à l'autre des mécaniques comme étant celui d'un passage du singulier au dénombrable? La mécanique quantique est certainement le monde des événements singuliers, mais relié par la non-séparabilité, tandis que la mécanique classique est le monde des objets séparables, dénombrables. Il n'y a
véritablement pas de passage du monde quantique au monde classique, car il n'y a pas de continuité entre les lois quantiques et les lois classiques. Et la valeur non nulle, déjà mentionnée, de la constante de Planck interdit un passage continu d'un monde à l'autre. Les deux mondes coexistent, ils sont néanmoins reliés par ce que j'appelle dans mes travaux les tiers cachés, c'est-à-dire les troisièmes termes qui permet l'interaction entre le sujet et l'objet. Donc encore un mot-clé que je vous prie de noter, tiers caché. Pas tiers inclus. Dans la communauté symbolique, la place, la fonction, l'identité d'une personne sont définies par un principe divin. Dans la nature, il n'y a pas de principe divin, mais la dynamique est la même. C'est-à-dire l'échelle quantique est caractérisée par une spontanéité fondamentale, un événement est soudain, non déterminé. La particule quantique, tout comme l'individu dans la communauté symbolique, n'a pas d'identité propre. La particule quantique, comme l'individu dans la communauté symbolique. Son identité est définie par interaction, l'interaction avec toutes les autres particules existantes dans l'univers. Par contre, dans la cité politique, démocratique, chaque individu a une identité propre, comme dans le monde classique. La charte des droits de l'homme n'a fait que codifier ces situations. Dans cette charte, aucune mention n'est faite des droits du divin. On peut donc affirmer que la cité politique démocratique, dans sa forme actuelle, correspond au monde classique. En clair, il y a une contradiction évidente entre la communauté symbolique et la cité politique démocratique. Et cette contradiction peut expliquer les conflits violents qui agitent notre monde contemporain. Pour trouver une solution, il faudrait faire appel à une nouvelle vision de la réalité fondée sur les tiers cachés. Mais pour l'instant, il s'agit d'une perspective très lointaine. Je voudrais rebondir sur votre formulation autour du tiers inclus et du tiers exclu. Si je vous comprends bien, on pourrait schématiser ça par un diagramme de Venn, où A et B seraient des opposés, mais auraient un espace commun. Il y a une diapo, non? Non, Ah, c'est dommage. Enfin, vous savez, les diagrammes de Venn, c'est les deux cercles qui ont une intersection. Ceux qui ont le texte traduit ont le schéma dans le texte traduit. Mais bon. Sans ça, ça sera difficile de comprendre cette question. C'est les deux cercles qui se coupent. Hein? Oui, alors. Si je vous comprends bien, on pourrait schématiser la question du tiers inclus et du tiers exclu par un diagramme de Venn où A et B seraient des opposés, mais auraient un espace commun. Chacun pourrait donc à tout instant envahir l'autre ou au contraire être envahi par l'autre. Mais qu'une paix relative peut régner entre eux s'ils reconnaissent tous les deux le même tiers inclus. Supposons à présent que dans une religion donnée, par exemple, ah oui, voilà, mon schéma est ici, là. Ces deux cercles qui ont une intersection, et le tiers inclus, je le suppose, étant l'intersection entre les deux cercles. Hein? Supposons à présent que dans une religion donnée,
tous les couples oppositionnels A sur B, les deux cercles, comme homme, femme, lumière, obscurité, douleur, anesthésie, auraient un seul et même tiers inclus qui serait Dieu. Supposons à présent que ce Dieu ne remplisse plus ses fonctions et que d'une façon prolongée, il ne puisse plus maintenir la distance entre A et B, entre homme et femme, entre lumière et obscurité. C'est là que quelqu'un doit intervenir pour séparer A et B, par des lois plutôt que par le pouvoir de Dieu. C'est alors que, par précaution, on éviterait le plus possible que A et B aient des points communs. La partie commune aux deux, le tiers inclus, serait alors exclue. Est-ce que, M. Nicolescu, vous reconnaîtriez dans ce processus le passage de la religion à l'intégrisme, ou bien, dans le vocabulaire des Français, du communautaire au communautarisme? Le communautarisme serait une des formes multiples du politique qui refuse de coexister avec le communautaire, même s'il prétend incarner l'essence même du communautaire. Dans notre univers des sciences humaines, il y a une lutte entre le tiers inclus et le tiers exclu. Ce ne serait pas le cas en physique, à votre avis? D'autre part, dans le passage du tiers inclus au tiers exclu, j'ai pu le constater souvent, il y a un énorme déploiement d'énergie. Est-ce que c'est ça que vous vouliez dire tout à l'heure quand vous parliez d'énergie dans les changements de niveau? La représentation des tiers inclus que vous proposez n'est pas adaptée. A et B dans votre représentation ne sont pas des opposés, tous les deux sont des cercles. Une simple intersection n'est pas un tiers inclus. Les vrais opposés doivent être totalement différents. Par exemple, une vache et une fleur. Quel est le tiers inclus entre une vache et une fleur? Pour mieux comprendre ce que c'est le tiers inclus, prenons la représentation suivante d'un cylindre projeté sur les deux murs. Ça, vous ne l'avez pas non plus en diapo. Écoutez, s'il vous plaît, prenez cette feuille, mais vous me la redonnez ensuite. Et pour ceux qui n'ont pas cette image, passez-la de main à main pour qu'on visualise un peu de quoi je parle. Donc, on prend un cylindre et on les projette sur les mois de droite. Nous voyons apparaître un cercle, A, et sur les murs de gauche, un carré, donc non A. Imaginons maintenant des êtres à deux dimensions qui vivent sur une surface. Pour les êtres du mur de droite, Dieu est un cercle. Pour les êtres du mur de gauche, Dieu est un carré. Pour ces êtres bidimensionnels, il n'y a pas de tiers inclus, ils vivent dans un monde du tiers exclu. Ils vont se rencontrer au coin, entre les deux murs, et ils vont s'entretuer au nom de leur conception différente de Dieu. En fait, la situation est très simple. Un cylindre, donc un être tridimensionnel, qui se projette sur une surface bidimensionnelle. C'est le cylindre qui est le tiers inclus entre le cercle et le carré. Maintenant, nous pouvons répondre à la question, quel est le tiers inclus entre une vache et une fleur? La réponse est simple, les particules élémentaires. La vache et la fleur se soumettent aux lois macrophysiques, tandis que les particules élémentaires se soumettent aux lois quantiques. Il y a donc rupture des niveaux de réalité, rupture des lois. Dans les sciences humaines, comme dans les sciences exactes, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, une lutte entre les tiers inclus et les tiers exclus. C'est une lutte entre deux visions différentes de la réalité. Par exemple, la physique quantique a à sa base les tiers inclus, mais les physiciens quantiques, les physiciens qui sont des êtres macroscopiques,
ne sont pas nécessairement des êtres du tiers inclus. Certains voudraient ramener toujours les phénomènes quantiques au tiers exclu, ce qui est strictement impossible. Le cas le plus célèbre est Einstein lui-même, qui a refusé jusqu'à la fin de sa vie les conséquences épistémologiques et philosophiques de la mécanique quantique. Nous pouvons maintenant aborder votre question extrêmement intéressante, celle du passage de la religion à l'intégrisme, ou le passage du communautaire au communautarisme. Dieu n'a certainement rien à voir avec les tiers inclus, car le tiers inclus est logique. Dieu est alogique. Il ne se soumet, autrement dit, à aucune logique. Il ne peut pas y avoir de tiers inclus entre les dogmes de la religion chrétienne et de la religion islamique. Ces dogmes sont simplement incompatibles. Mais elles ont en commun quelque chose. C'est le tiers caché, justement, et donc, en principe, elles peuvent dialoguer. Il y a une grande différence entre le tiers caché et le tiers inclus. Le tiers caché est alogique, car il est entièrement situé dans une zone de non-résistance, tandis que le tiers inclus est logique, il se réfère au contradictoire A et non A, situé dans une zone de résistance, qui nous résiste. Mais il y a aussi une similitude, les deux unissent des contradictoires, A et non A, dans le cas du tiers inclus, et les sujets et l'objet dans le cas du tiers caché. Les sujets et l'objet sont, dans un sens, les contradictoires suprêmes. Ils traversent non seulement la zone de résistance, mais aussi la zone de non-résistance. On comprend ainsi pourquoi, pour certains penseurs chrétiens, comme par exemple Jacob Böhme, sur lequel j'ai écrit un livre, quand Dieu décide de créer le monde, et donc de se connaître lui-même, il met la contradiction au fondement du monde. On comprend aussi pourquoi c'est le tiers caché qui donne sens au tiers inclus, car pour unir les contradictoires A, non A, situés dans la zone de résistance, il doit traverser la zone de non-résistance. C'est ainsi qu'il y a un immense déploiement d'énergie dans les passages des niveaux de réalité à un autre niveau de réalité. Donc, le tiers caché, dans sa relation avec les niveaux de réalité, est fondamental dans la compréhension de unus mundus, décrit par la transdisciplinarité. La réalité est une, à la fois unique et multiple. Si on se limite au tiers caché, l'unité est non différenciée, symétrique, et se situe dans le non-temps. Si on se limite au niveau de réalité, il n'y a que des différences, des dissymétries situées dans le temps. La considération simultanée des niveaux de réalité et du tiers caché introduit une brisure de la symétrie de unus mundus. En fait, les niveaux de réalité sont précisément engendrés par cette brisure de symétrie introduite par le temps. Le tiers caché réalise les liens entre la réalité et le réel. Il est l'inconnaissable qui est source de la connaissance. Il est rationnel, mais non rationalisable. Il rend perceptible l'invisible. Il est le fondement de l'herméneutique transculturelle de la culture, de l'herméneutique transspirituelle de la spiritualité, de l'herméneutique transhistorique de l'histoire. Le tiers caché a une infinité de visages. Le tiers caché, entre le sujet et l'objet, se refuse à toute rationalisation, la réalité donc aussi transrationnelle. Le tiers caché conditionne la circulation de l'information, non seulement entre l'objet et le sujet, mais aussi entre les différents niveaux de réalité du sujet et entre les différents niveaux de réalité de l'objet. Et donc la discontinuité entre les différents niveaux est compensée
par la continuité de l'information portée par ces tiers cachés. Le monde donc est à la fois connaissable et inconnaissable. Les mystères irréductibles du monde coexistent avec les merveilles découvertes par la raison. L'inconnaissable pénètre chaque pore du connaissable, mais sans le connaissable, l'inconnaissable ne serait qu'un simple mot vide. Source de la réalité, les tiers cachés s'alimentent de cette réalité dans une respiration cosmique qui nous inclut, nous et l'univers. Les tiers cachés, donc, et les gardiens du mystère irréductible de l'être humain, il est le seul fondement possible de la tolérance et de la dignité humaine. Sans ces tiers, tout est cendre. Les passages de la religion à l'intégrisme et du communautaire au communautarisme s'expliquent par la tentative d'élimination du tiers caché. Monsieur Jebeli, permettez-moi à cette occasion de vous offrir mon dernier né, qui s'appelle, c'est un livre collectif qui fait suite à un grand colloque que nous avons fait au Collège des Bernardins à Paris sur les tiers cachés dans les différents domaines de la connaissance. Ça vient de paraître au Bois de Rion. Et vous retrouvez ici beaucoup de choses qu'on discute ici. Par exemple, vous avez les points de vue religieux. Il y a 3 ou 4 prêtres et théologiens catholiques et orthodoxes qui s'expriment sur ces sujets. Et notre ami Houria Abdelwahed, qui doit venir bientôt, est aussi présent dans ce livre. Je vous l'offre. Merci beaucoup. Voilà. Je n'ai pas d'autres exemplaires. Je suis désolé. Mais peut-être M. Jebeli va les mettre en présentation Oui. pour ceux qui sont intéressés de connaître les contenus. On va le mettre là-bas. En disant, c'est pas à vendre. C'est ça. Le tiers caché n'est pas à vendre. C'est ça. Alors, enfin, dernière question. Je pense à cette fabuleuse expérience où on lance des particules une à une sur un écran à travers 2 trous, en obtenant quand même un effet d'interférence. Hein? L'effet d'interférence est obtenu malgré qu'on envoie des particules une par une. Ce qui est encore plus fascinant que d'obtenir une interférence d'une particule avec elle-même, c'est que si on place un observateur, aussi discret soit-il, pour nous dire par quel trou est passée chaque particule, l'interférence disparaît. Nous connaissons, nous aussi, ce genre de situation. Quand on écoute nos patients, si on leur pose des questions où la réponse est du côté d'un oui ou d'un non, nous perdons totalement l'efficacité de notre écoute. Maintenant que la parenté entre nos 2 domaines de travail, aussi étrangers l'un à l'autre puissent-ils paraître, est clairement documentée, pouvez-vous nous dire quelques mots de cette théorie unifiante que vous avez élaborée, qu'est la transdisciplinarité? Oui, quelques très brèves considérations. La méthodologie de la transdisciplinarité est fondée sur 3 postulats. Les postulats ontologiques de l'être, les postulats ontologiques qui dit que l'existence dans la nature et dans notre connaissance de la nature des différents niveaux de réalité de l'objet du sujet. Les postulats logiques, les passages des niveaux de réalité à un autre niveau de réalité s'effectuent par la logique du tiers inclus. Les postulats épistémologiques et les suivants, la structure de l'ensemble des niveaux de réalité est une structure complexe. Chaque niveau est ce qu'il est parce que tous les autres niveaux existent à la fois. Donc, les concepts clés de la transdisciplinarité, celui des niveaux de réalité que j'ai mentionné plusieurs fois dans mes réponses à vos questions, donnons aux réalité son sens
à la fois pragmatique et ontologique, j'entends par réalité tout d'abord ce qui résiste. À quoi? À nos expériences, représentations, descriptions, images et même formalisation mathématique. Il faut donner une dimension aussi ontologique à la notion de réalité dans la mesure où la nature participe de l'être du monde. Il faut entendre par niveau de réalité un ensemble de systèmes invariants à l'action des lois générales, dans le cas des systèmes naturels, et des normes et règles générales dans le cas des systèmes sociaux. C'est-à-dire que deux niveaux de réalité sont différents si, en passant de l'un à l'autre, il y a rupture des lois et rupture des concepts fondamentaux, comme par exemple la causalité. Nous pouvons distinguer au moins 3 niveaux de réalité différents dans l'étude des systèmes naturels. Les niveaux macrophysiques, les niveaux microphysiques et les cyberespaces-temps, auxquels il convient d'ajouter un 4e niveau, pour l'instant purement théorique, celui des supercordes. Ça marche. Celui des supercordes. Dans les domaines des systèmes sociaux, nous pouvons distinguer les niveaux suivants: niveau individuel, niveau des communautés géographiques et historiques, famille, nation, niveau planétaire, niveau des communautés dans les cyberespaces-temps et même les niveaux cosmiques. En présence de plusieurs niveaux de réalité, l'espace entre les disciplines et au-delà des disciplines est plein d'informations, comme le vide quantique est plein de toutes les potentialités, de la particule quantique aux galaxies, du quark aux éléments lourds qui conditionnent l'apparition de la vie dans l'univers. L'unité reliant tous les niveaux de réalité, si elle existe, doit nécessairement être une unité ouverte. En fait, une vaste autoconsistance semble régir l'évolution de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de l'infiniment bref à l'infiniment long. Il y a certes une cohérence de l'ensemble des niveaux de réalité, mais cette cohérence est orientée. Il y a une flèche associée à toute transmission de l'information d'un niveau à l'autre. Pour qu'il y ait une unité ouverte, il faut considérer que l'ensemble des niveaux de réalité se prolonge par une zone de non-résistance à nos expériences, représentations, descriptions, images, formalisation mathématique. Et cette non-résistance de cette zone de transparence absolue est due tout simplement aux limitations de notre corps et de nos organes de sens, et bien entendu de notre cerveau, quels que soient les instruments de mesure qui prolongent ces organes de sens. L'ensemble des niveaux de réalité et sa zone complémentaire de non-résistance constituent l'objet transdisciplinaire. Les niveaux de réalité de l'objet peuvent être explorés grâce à l'existence des différents niveaux de réalité du sujet. Et l'ensemble des niveaux de réalité du sujet et sa zone complémentaire de non-résistance constituent les sujets transdisciplinaires. Donc, la connaissance de ce point de vue transdisciplinaire n'est ni extérieure ni intérieure, est à la fois intérieure et extérieure. L'étude de l'univers et l'étude de l'être humain se soutiennent l'une l'autre. Le vécu et l'expérience de soi-même ont autant de valeurs cognitives que la connaissance scientifique. La zone de non-résistance joue le rôle du tiers caché qui permet l'unification dans leurs différences du sujet transdisciplinaire et de l'objet transdisciplinaire. Elle permet et demande l'interaction entre le sujet et l'objet. Et cette zone de transparence correspond au sacré, c'est-à-dire à ce qui ne se soumet pas à aucune rationalisation. Le sacré est rationnel,
mais pas rationalisable. Les sacrés ne s'opposent pas à la raison, dans la mesure où ils assurent l'harmonie entre le sujet et l'objet. Les sacrés fait partie intégrante de la nouvelle rationalité. Donc la réalité englobe et les sujets et l'objet et les tiers cachés, qui sont les trois facettes d'une seule et même réalité. Sans une de ces trois facettes, la réalité n'est plus réelle, mais une fantasmagorie destructive et collective et destructive. Deux niveaux différents de réalité sont reliés par la logique du tiers inclus, une nouvelle logique par rapport à la logique classique. Concernant le troisième postulat, qui concerne la complexité, il suffit de dire qu'il est la forme moderne de l'ancien principe d'interdépendance universelle. Voilà. Merci, M. Nicolescu. Alors, je vais poursuivre pour quelques pages notre propos, en fait, pour vous révéler au fond le fruit de cette recherche qui a duré quelques années et qui a présidé à ce congrès, si vous voulez. Quel a été le résultat de ma recherche concernant la chair et le verbe, Je vais vous résumer ça du mieux que je peux pour faire suite à ce que nous venons de dire concernant la matière et l'esprit. Donc nous venons d'explorer longuement avec M. Nicolescu le passage de la matière à l'esprit. Je vais à présent aborder le thème autour duquel a été construit ce congrès, à savoir le passage de la chair à la parole. Il nous faut d'abord établir quelles sont les conditions initiales, c'est-à-dire quelles sont les conditions qui précèdent la naissance de la parole à un niveau ontologique, c'est-à-dire au niveau de l'être de l'enfant. En d'autres termes, comment peut-on décrire le nouveau-né avant qu'il n'adopte la parole comme mode de communication privilégié? On peut supposer que dans son corps-esprit, qui ne sont pas encore distingués, il y a d'abord des sensations. Toutes les sortes de sensations que procurent les organes sensoriels du corps, le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher et la vue. Mais aussi les sensations venant des organes internes. À l'intérieur de ces sensations, il y a des sons, des images, des odeurs, des goûts, des sensations internes et des sensations tactiles, mais tout se mélange et il n'y a pas forcément de classement qui s'opère à l'intérieur de ces diverses sensations. De plus, il n'y a aucun degré d'élaboration de ces sensations. Ce sont de purs objets événements qui résultent de la mise en présence d'un être ontologique, qui est l'enfant, avec son environnement. Les sensations sont le résultat du frottement, si je puis dire, de cet être avec son environnement. Je reflète aussi ce que M. Nicolescu vient de nous dire. On peut situer ce moment avant même celui où la mère apparaît dans le psychisme de l'enfant, ou avant qu'une sensation ne se dégage comme étant plus importante que les autres. Les sensations sont des objets événements entièrement disparates sans qu'aucune sorte d'ordre ne soit intervenu pour les classer. Même les sons et les images n'ont aucun rapport entre eux. De plus, pour cet être ontologique en devenir, il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Il est, comme Dolto le décrit, une véritable éponge à sensations. Les événements extérieurs sont traités par lui comme s'ils étaient des événements intérieurs,
parce qu'il n'a pas construit de frontières entre les deux. Dans cet immense mélange indistinct, il y a quand même des fonctions organiques réflexes qui gouvernent l'ingestion des aliments et l'élimination des déchets. L'alimentation et l'excrétion vont en quelque sorte donner une certaine orientation à l'immense chaos originel. Une tendance à recevoir et une tendance à donner vont ainsi prendre forme sans nécessairement que la personne de qui on reçoit et la personne à qui on donne soient forcément la même personne, tant s'en faut. Supposons à présent que dans ce chaos d'objets-sensations apparaisse une sensation 1 qui ressemble beaucoup à une sensation précédente 0. Un lien va forcément se faire entre la sensation 0 et la sensation 1. Lorsque Freud avait décrit ces phénomènes, il avait jugé nécessaire que ces sensations soient jugées bonnes par l'enfant, mais il en était à sa première topique. En se fiant sur sa deuxième topique, on n'a plus besoin que ces sensations soient bonnes pour qu'elles attirent notre attention sur l'éventualité de leur répétition. C'est la première répétition de la sensation, que cette sensation soit bonne ou mauvaise, qui attire l'attention sur l'éventualité de la répétition. Entre la sensation 0 et la sensation 1, on répète la sensation, alors que entre la sensation 1 et la sensation 2, on répète la répétition. Ce phénomène n'a nul besoin d'être mental pour se réaliser. On le voit apparaître déjà au niveau organique, dans les allergies par exemple. Le premier contact avec l'allergène est asymptomatique, sensation 0. C'est avec le deuxième contact avec l'allergène, sensation 1, que l'allergie se déclenche. Autant la sensation 0 apparaît comme une sensation ordinaire qui fait partie de l'ensemble des autres sensations et passe donc totalement inaperçue, autant la sensation 1, au contraire, apparaît comme essentielle et centrale. La sensation 1 est en quelque sorte la sensation traumatique. C'est ce que Freud appelle l'effet d'après-coup. Dans la première topique, Freud suppose que c'est le caractère agréable de la sensation 0 qui fait qu'on la répète dans la sensation 1. Dans la deuxième topique, on ne peut plus considérer cette idée puisqu'on se situe au-delà du principe de plaisir. Ce qui importe dans la sensation 1, ce n'est donc pas le fait qu'elle soit agréable ou pas, c'est le fait qu'elle répète la sensation 0. La différence entre la sensation 0 et la sensation 1 crée un état de conscience qui introduit un embryon d'altérité dans les sensations. Jusque-là, les sensations proprioceptives laissaient des traces réelles seulement. Cette fois, la différence entre la sensation 0 et la sensation 1 crée une dimension imaginaire qui met en valeur le réel de la sensation et le fétichisme. La sensation 0 et la sensation 1, la chose et l'objet, comme dirait Freud, étant identiques, elles sont obligées de se différencier. Une est projetée ou refoulée du côté de la pure matérialité, tandis que l'autre est projetée du côté d'une certaine valeur que Freud a appelée libidinale. Pour obtenir à nouveau cette valeur, il faudra répéter le processus et introduire une sensation 2 qui va refouler la sensation 1 et produire ainsi de la valeur à nouveau. Pensez à l'enfant qui a plaisir à répéter le mot caca ou le mot maman, ou à l'enfant du Fort Da qui répète le jeu de la bobine. Rappelez-vous les changements de niveau dont nous parlait M. Nicolescu tout à l'heure. Il nous disait qu'il produisait de l'énergie. L'énergie est ici produite par la différenciation entre matière charnelle et énergie libidinale. Nous obtenons ainsi un résultat intéressant, qu'un ensemble de sensations organiques réelles sont représentées par une d'entre elles
qui est repérable par la conscience proprioceptive et qui pourrait éventuellement être perceptible aussi par quelqu'un d'autre. L'ensemble des sensations organiques auxquelles appartenait la sensation 0 va se trouver être accessible grâce à la sensation 1. Lorsqu'il faudra réactiver ces sensations organiques, il suffira de répéter la sensation 1 par une sensation 2 ou 3, ou ainsi de suite. Rien n'empêche que ces sensations 1, 2, 3, etc. soient le souvenir de sons ou de mots. Dans ce cas, la sensation sonore souvenir, ou on pourrait l'appeler une sensation, va se trouver dominer l'activité organique à laquelle elle est liée. Peut-être qu'on pourrait prendre comme exemple le fait qu'en France, on utilise souvent le son S pour faire pisser les enfants. Quand on veut qu'un enfant fasse pipi, on lui dit à l'oreille S. Rien n'empêche que cette série de sensations se répète et qu'à chaque fois, ce soit des sons ou des souvenirs de mots qui soient impliqués. Il est évident que ces sons ou ces souvenirs de mots vont finir par se reconnaître les uns les autres et vont devoir se différencier les uns les autres pour constituer une structure symbolique. Nous avons ainsi complété notre migration de la chair au verbe. Vous voyez que je n'ai rien forcé, tout a été écrit dans la littérature analytique. Ce sur quoi j'insiste, c'est sur le fait que la sensation 0, que Freud appelle das Ding, la chose, n'est pas toute seule. Elle appartient à un contexte. Ce contexte, je ne l'invente pas non plus. Il a été mis en évidence par Dolto dans sa description des nourrissons. Dans ce contexte, il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur, entre le soi et le non-soi. La sensation 0 appartient naturellement au contexte, qui n'est pas subjectivé, puisqu'il n'y a pas de différence entre soi et non-soi. Ce n'est que quand la sensation 1 survient qu'elle détermine rétroactivement le contexte de la sensation 0. C'est ainsi que s'effectue le passage de la chair au verbe. Le verbe, dans la suite, s'organise avec lui-même. Ça devient une affaire de linguiste que de comprendre comment. Ce qui relève des psys, c'est de comprendre comment le verbe a un effet rétroactif sur la chair. Le jour où l'on comprendra convenablement le problème, notre discipline aura effectué un grand pas. Pour mieux comprendre la naissance du verbe à partir de la chair et son effet rétroactif sur la chair, je vous propose d'observer un phénomène comparable décrit cette fois par Marx dans le Capital. Selon Marx et selon les anthropologues, dans un ensemble d'objets qui circulent dans un milieu donné, il apparaît un objet 0 plus fréquent que les autres qui rencontre son double, l'objet 1. Comme les deux objets ne peuvent pas apparaître de la même façon, il y en a un qui apparaît dans sa pure matérialité alors que l'autre apparaît comme ayant une valeur qui dépasse la matérialité. Cette valeur est sa valeur d'échange, c'est-à-dire sa capacité d'être échangeable contre un objet différent de lui, mais d'une valeur équivalente. Écoutez, pensez à certains milieux, par exemple en Océanie, où on utilise des colliers de coquillages qui sont très fréquents pour procéder à des échanges. Donc, c'est la fréquence des colliers de coquillages dans ce milieu-là qui fait que le collier de coquillage vient incarner la valeur des objets. De la même façon, la valeur, la formule de Marx est la suivante: la valeur d'échange de l'objet 0 est égale à la valeur d'usage de l'objet 1. C'est-à-dire que
le collier et l'usage que je peux en faire va incarner la valeur des autres objets, la valeur d'échange des autres objets. L'objet 0 appartient à un ensemble d'objets qui circulent, mais grâce à l'objet 1, qui peut être un collier, qui peut être un panier, qui peut être n'importe quoi, ou à la matérialité de l'objet 1, l'ensemble des objets de niveau 0 acquiert une valeur supplémentaire, celle d'être échangeable. Avant, il ne faisait que circuler d'une main à l'autre. Grâce à l'objet 1, cette circulation devient échange. Avant, il ne faisait que circuler... Grâce au dédoublement objet 0, objet 1, la circulation devient échange et l'unité de valeur de cet échange est l'objet 1. Les objets de niveau... Tout ça peut vous paraître un peu confus et abstrait. Je vais pourtant vous démontrer par un exemple que c'est un processus duquel vous êtes très familier. Les humains sont un ensemble où chacun est différent de tous les autres. Puis, tout à coup, apparaît un dédoublement. Un humain et un Dieu qui coexistent dans une même personne. Le caractère matériel de ce Dieu, répérable aux plaies qu'il porte sur son corps, parvient à transformer toute l'humanité. Il y a transsubstantiation. Le pain et le vin deviennent le corps et le sang, mais aussi l'ensemble des humains qui entrent en communion acquièrent une valeur supplémentaire, celle d'être chrétien. Nous avons ainsi traversé 3 exemples où un ensemble est transformé parce qu'un élément de l'ensemble s'est dédoublé. La chair et le verbe, les objets et l'unité de valeur monétaire, et enfin, l'ensemble des chrétiens et le Christ. Ce qui ressort ici, c'est que cet objet qui se dédouble faisait à l'origine partie de l'ensemble. Le verbe est à l'origine une sensation auditive de la chair. L'unité monétaire est à l'origine un objet comme les autres. Enfin, le Christ est à l'origine un humain comme les autres. Si, par la suite, le verbe se distingue de plus en plus clairement de ses origines charnelles, il ne faut pas perdre de vue que le verbe et la chair faisaient partie à l'origine d'un même ensemble. L'esprit est en quelque sorte une énergie dégagée par la matière. Il me resterait beaucoup à dire, mais le temps me manquerait. Mon but est de parvenir à unifier les formulations de la psychanalyse et de la mécanique quantique. Vous aurez remarqué que dans mon dialogue avec M. Nicolescu, les rapprochements sont nombreux et qu'à force de travail, on pourrait aboutir à des résultats très intéressants. Mon but est aussi de combler le trou philosophique que nous a laissé Descartes entre le corps et l'esprit et de naturaliser, en somme, l'esprit dans le corps. Voilà. Merci.